Je m'appelle Vincent. Je vis sur cette île depuis toujours, une terre paisible et verdoyante entourée d'un océan sans fin. Mais tout a changé ce matin-là. Le sol a commencé à vibrer sous mes pieds. Un grondement sourd, semblable à un rugissement étouffé, montait des entrailles de la terre. Le sommet du volcan, jusqu'alors endormi, était couvert d'un voile de fumée grise. Les oiseaux s'enfuyaient en masse, un présage inquiétant. Le ciel, autrefois d'un bleu éclatant, a viré au gris sombre en quelques minutes. Je me tenais sur la plage, observant la montagne. Une peur sourde montait en moi, et autour de moi, les habitants s'arrêtaient, incrédules. Puis, une explosion a brisé le silence. Une colonne de feu et de cendres s'est élevée dans les airs, suivie d'un fracas si puissant que j'en ai perdu l'équilibre. La scène qui s'est déroulée ensuite était un chaos absolu. Les routes sont devenues des champs de bataille envahis par des voitures et des motos qui tentaient de fuir. Mais il n'y avait nulle part où aller. Les cendres brûlantes retombaient, couvrant tout comme un voile mortel. J'ai couru, ma gorge brûlant à cause de l'air chargé de soufre. Je me suis réfugié dans une maison voisine avec d'autres habitants. À travers les fenêtres, je pouvais voir les flammes dévorer les collines et entendre les hurlements de ceux qui étaient piégés. Le sol tremblait sous les secousses et chaque instant semblait être le dernier. Quand le calme est revenu, le monde était méconnaissable. Tout était recouvert de cendres, rendant l'air suffocant. Avec un mouchoir trempé, j'ai couvert mon nez et ma bouche, essayant de respirer. Les cendres s'infiltraient partout, brûlant mes yeux et irritant ma peau. Des gens erraient dans les rues, couverts de cette poussière grise comme des ombres. En explorant les environs, je suis tombé sur un village entièrement enseveli par une coulée pyroclastique. Des corps figés dans des postures de fuite émergeaient des débris. C'était un spectacle insupportable. J'ai vu une femme pleurer en tenant ce qui semblait être la main de son enfant disparu sous les cendres. À cet instant, j'ai compris que rien ne serait plus comme avant. Comme si cela ne suffisait pas, un tsunami a frappé les zones côtières. J'ai vu des vagues gigantesques emporter des maisons, des bateaux et tout ce qui se trouvait sur leur passage. Ceux qui vivaient non près de la mer ont tout laissé derrière eux pour gravir les collines, mais même là-haut, le danger nous menaçait. Les coulées de lave avançaient lentement mais inexorablement, avalant tout sur leur passage. Les cendres rendaient le jour aussi sombre que la nuit. Nous avancions à tâtons, cherchant un endroit sûr. Beaucoup se sont perdus dans cette obscurité perpétuelle, séparés de leurs proches. J'ai croisé une mère qui appelait désespérément son fils. Nous avons cherché ensemble, mais en vain. La désolation était partout, et l'espoir se faisait rare. L'école abandonnée que nous avions choisie comme refuge était loin d'être idéale. Les fenêtres brisées laissaient passer le vent chargé de cendres qui s'insinuait dans chaque recoin. Les salles de classe, autrefois emplies de rire et de vie, étaient désormais des espaces froids, austères, encombrés de matelas de fortune et de couvertures usées. Chaque espace disponible était occupé, et nous devions nous battre pour ne pas céder au chaos. Les disputes éclataient fréquemment. Un vieil homme, ex-marin, à ce qu'il disait, insistait pour avoir un coin à l'écart. D'autres exigeaient plus d'espace pour leur famille. Les cris et les arguments devenaient une routine, tandis que certains restaient silencieux, résignés, le regard fixe. L'espace confiné et l'absence d'intimité exacerbaient les tensions, transformant chaque interaction en un potentiel conflit. À mesure que les jours passaient, l'atmosphère devenait de plus en plus pesante. Les regards suspicieux, les chuchotements dans les coins, tout suggérait une fracture imminente. Je faisais de mon mieux pour rester à l'écart, mais ce n'était qu'une question de temps avant que les disputes ne prennent une tournure plus grave. Respirer était devenu un défi. Les cendres fines s'accumulaient partout, rendant l'air presque irrespirable. Nous avions fabriqué des masques rudimentaires en humidifiant des morceaux de tissu, mais cela ne suffisait pas. La toux sèche de certains survivants résonnait comme un écho morbide dans les couloirs de l'école. Un matin, nous avons trouvé une femme âgée sans vie dans son coin. Elle était seule, et son masque improvisé ne lui avait pas suffi. Sa mort a semé la panique parmi nous. Était-ce la conséquence des cendres ou un signe d'une maladie qui se propageait? Nous ne pouvions pas le savoir. Il n'y avait ni médecin ni moyen de diagnostiquer quoi que ce soit. Nous avons improvisé un enterrement dans la cour de l'école, maintenant recouverte de cendres. Certains priaient en silence, d'autres pleuraient, mais la plupart regardaient fixement, l'esprit ailleurs. La peur de mourir étouffé était palpable. Chaque respiration devenait un acte conscient, accompagné de l'inquiétude d'un possible empoisonnement. La soif devenait un ennemi implacable. Les réservoirs d'eau de pluie étaient contaminés,
Les puits ne donnaient plus rien de potable et chaque goutte devenait précieuse. Un matin, un petit groupe de volontaires, moi inclus, a décidé de s'aventurer dans les montagnes pour trouver une source d'eau potable. La montée était harassante. Les cendres rendaient le sol glissant, et chaque pas semblait nous rapprocher d'un épuisement total. Nous progressions lentement, guidés par l'espoir plus que par une réelle connaissance de la région. Après plusieurs heures, nous avons enfin trouvé un ruisseau qui coulait faiblement entre les rochers, mais l'eau était trouble, grisâtre, imprégnée des cendres volcaniques. Certains ont refusé de boire, mais d'autres, désespérés, ont pris le risque. Nous avons rempli des bouteilles de fortune, sachant que cette eau n'était qu'une solution temporaire. En revenant à l'école, les visages des survivants s'illuminèrent brièvement en voyant l'eau, mais l'inquiétude persistait. Nous savions que nous ne pourrions pas survivre longtemps ainsi. La faim rongeait nos esprits et nos corps. Les maigres réserves alimentaires que nous avions récupérées étaient rationnées au maximum, mais cela ne suffisait pas. Les enfants pleuraient la nuit, réclamant de quoi manger. Les adultes, eux, regardaient leurs assiettes vides avec un mélange de colère et de résignation. Un soir, une bagarre a éclaté entre deux hommes pour une boîte de conserve. Les coups pleuvaient, les insultes fusaient, et il a fallu plusieurs personnes pour les séparer. La scène a choqué tout le monde. Nous étions censés être solidaires, mais la faim nous transformait en ennemis. Plus tard dans la nuit, quelqu'un s'est volé une partie des réserves. Ce fut la goutte de trop. Les accusations ont fusé et la tension est montée d'un cran. Il était clair que nous devions trouver plus de nourriture. Mais comment ? Sortir de l'abri devenait chaque jour plus risqué. Un petit groupe a décidé de tenter sa chance et de quitter l'île à bord d'un vieux bateau de pêche trouvé échoué sur la côte. Ils espéraient atteindre une terre voisine, mais nous savions tous que c'était une mission presque suicidaire. Les vagues étaient gigantesques et la visibilité quasi nulle à cause des cendres dans l'air. Nous avons regardé depuis la plage, impuissants, alors qu'ils s'éloignaient. Quelques heures plus tard, des morceaux du bateau ont été retrouvés flottant près de la côte. Il n'y avait aucun signe des passagers. Leur perte a été un coup dur pour tous. Elle nous a rappelé notre isolement total et l'impossibilité de fuir. En explorant les hauteurs, nous avons découvert un vieux phare abandonné sur une falaise. À l'intérieur, nous avons trouvé un générateur rouillé qui, avec un peu de chance, pourrait encore fonctionner. Ce fut un moment de répit dans notre calvaire. Nous avions enfin une chance de signaler notre présence au monde extérieur. Le travail pour réparer le générateur fut ardu. Nous n'avions que des outils rudimentaires et chaque tentative semblait vouée à l'échec. Mais après des heures de persévérance, une lumière vacillante a percé l'obscurité. Ce fut un moment de soulagement, un mince espoir dans un océan de désespoir. Mais nous savions que cela ne durerait pas éternellement. La tempête qui s'est abattue sur l'île cette nuit-là a tout emporté. Les rafales de vent faisaient trembler les murs du phare, et nous craignions qu'ils ne s'effondrent. De nombreux abris ont été détruits et les provisions restantes ont été dispersées ou perdues. Je me souviens d'avoir passé la nuit à m'accrocher à une structure instable pour éviter qu'elle ne s'écroule sur nous. Le bruit était assourdissant et chaque minute semblait une éternité. Au matin, nous avons constaté l'étendue des dégâts, mais nous étions encore debout, prêts à nous battre pour notre survie. Après la tempête, une idée a germé parmi nous. Construire un radeau pour quitter l'île. Le projet semblait irréaliste, mais l'espoir qu'il offrait suffisait à rallier la majorité. Nous avons fouillé les débris, cherchant tout ce qui pouvait flotter. Morceaux de bois, bidons vides, cordes effilochées, chaque trouvaille était une petite victoire dans notre océan de désespoir. La construction du radeau était lente et ardue. Nous n'avions aucune expérience en navigation, et encore moins en construction maritime. Chaque jour apportait son lot de défis, des planches trop courtes, des cordes qui cassaient, des disputes sur la meilleure méthode à suivre. Mais malgré tout, nous avons progressé. Alors que le radeau prenait forme, une question obsédante planait sur tous les visages. Qui partirait ? Le radeau ne pouvait accueillir que 6 personnes au maximum, et nous étions bien plus nombreux. Certains proposaient un tirage au sort, d'autres pensaient que seuls les plus utiles à la survie devraient partir. Les tensions montaient et les regards de feu devenaient de plus en plus suspicieux. Un matin, nous avons découvert le radeau endommagé. Plusieurs planches avaient été brisées et les cordes principales coupées. La colère et la peur ont éclaté en même temps. Qui aurait pu faire cela ? Et pourquoi ? Certains ont accusé ceux qui ne voulaient pas partir. D'autres pensaient que c'était un acte de désespoir. Le sabotage a divisé encore davantage le groupe. Les discussions étaient devenues des cris et la méfiance infectait chaque interaction.
Pour beaucoup, le radeau représentait leur seule chance de survie, mais pour d'autres, c'était un symbole d'abandon, une menace qui laissait entendre que ceux qui restaient seraient oubliés. Nous avons décidé de reconstruire. Chaque morceau de bois trouvé, chaque nœud attaché, devenait une forme de défi envers les circonstances, mais l'atmosphère dans le groupe était irréversiblement changée. Cette nuit-là, une vague de froid s'est abattue sur l'île. Le vent mordant s'infiltrait dans chaque fissure, rendant le sommeil impossible. Les abris improvisés ne suffisaient plus et beaucoup se blottissaient les uns contre les autres pour partager un peu de chaleur. Au matin, nous avons découvert un corps. Un vieil homme, trop faible pour supporter la nuit, avait succombé au froid. Sa mort a laissé une marque indélébile sur nous tous. Nous étions en train de perdre non seulement nos forces, mais aussi notre humanité. Ce décès a renforcé l'urgence de terminer le radeau. Il n'y avait plus de temps à perdre. Chaque jour passé sur cette île nous rapprochait un peu plus de l'oubli. Un événement tragique est venu bouleverser nos efforts. Un enfant s'était aventuré dans la forêt environnante, attiré par des promesses de fruits ou d'eau. Quand nous avons remarqué son absence, une recherche désespérée s'est mise en place. Nous avons crié son nom, fouillé chaque recoin, mais la forêt dense et les cendres omniprésentes rendaient les recherches difficiles. Nous l'avons trouvé au bout de plusieurs heures. Il était blotti contre un rocher, tremblant de peur et de froid, mais vivant. Cependant, il était également gravement malade, probablement à cause de l'eau contaminée qu'il avait bue. Cet incident a rappelé à quel point notre situation était fragile. Même un moment d'inattention pouvait coûter la vie. Après des semaines d'efforts, le radeau était enfin prêt. C'était une structure rudimentaire, loin d'être parfaite, mais elle semblait capable de flotter. Nous avions rassemblé suffisamment de provisions pour quelques jours, bien que ce ne soit pas grand-chose. Quelques bouteilles d'eau, des conserves et un vieux filet pour tenter de pêcher. Le moment de choisir qui partirait était arrivé. Le tirage au sort fut adopté à contre-cœur, car personne n'avait de meilleure solution. Les noms furent inscrits sur des morceaux de papier et chacun retenait son souffle. Quand les noms furent tirés, certains pleuraient de soulagement, d'autres de désespoir. Ceux qui restaient derrière s'efforçaient de cacher leur amertume. Ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix, mais l'idée d'être abandonnés sur cette île les rongeait. Le jour du départ fut chargé d'émotions. Les 6 élus montèrent sur le radeau, leurs regards mêlés d'espoir et de peur. Ceux qui restaient en arrière leur adressaient des adieux silencieux, certains les bénissant, d'autres les maudissant. Quand le radeau s'éloigna de la côte, un silence écrasant s'abattit. Les vagues l'entraînaient lentement vers l'horizon, et les silhouettes des partants devinrent de plus en plus petites. Nous restions là, debout sur la plage, à regarder jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Les jours suivants furent parmi les plus longs de ma vie. Nous ne savions pas si le radeau avait atteint une terre, si les survivants allaient trouver de l'aide ou s'ils s'étaient perdus en mer. Pendant ce temps, nous luttions pour maintenir nos abris et rationner ce qui nous restait. Un matin, nous avons aperçu une lumière au loin, probablement un bateau. Nous avons rallumé le phare avec les dernières gouttes de carburant, espérant être vus. Quand le navire s'est approché, nos cœurs se sont emplis d'une joie que nous avions presque oubliée. Le sauvetage était enfin arrivé. Ceux d'entre nous qui avaient survécu jusqu'à ce moment furent emmenés, épuisés mais vivants. Tandis que le bateau quittait l'île, je regardais les ruines derrière nous, une partie de moi se demandant si je reviendrais un jour sur cette terre qui avait été à la fois ma maison et mon enfer.